L'objectif n'est pas de se culpabiliser sur nos comportements ou agir comme des robots, mais simplement de mettre des mots et mettre du sens sur les émotions vécues. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, le stress découle de la perception d'une menace, qui génère une émotion de peur, et c'est ainsi que notre organisme tout entier passe en réaction plus ou moins importante de stress. Apprendre à gérer ces émotions, comme notamment la peur, pourrait donc nous aider à gérer notre état de stress. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion? Du latin ex movere, qui signifie se mouvoir hors de quelque chose, le mot émotion vient de l'ancien français motion, qui renvoie à la sortie du peuple dans les rues pour manifester leur mécontentement. Étymologiquement, une émotion signifie donc un changement d'état nous incitant à agir. Concernant sa définition actuelle, c'est un état affectif qui résulte d'une expérience psychophysiologique intense, avec un début et une fin marqués, d'une durée relativement brève et liée à un stimulus interne ou externe. Ressentir une émotion signifie donc qu'un stimulus a été perçu par mes sens, par la vue, par l'ouïe, le toucher, l'odorat, la kinesthésie. Ainsi, l'émotion nous pousse à avoir une réaction face à ce qui se passe dans notre environnement et à notre façon de l'interpréter. Je vous donne l'exemple d'une araignée. La plupart des personnes vont avoir une émotion de peur en la voyant, car dans notre société, c'est ce que nous avons codé dans notre cerveau. En ayant vu nos parents sursauter ou crier en voyant une, on a intégré que araignée égale danger ou dégoûtant. Donc, la vision de l'araignée génère une émotion de peur ou de dégoût. Dans d'autres sociétés, les araignées sont des animaux de compagnie. Ils ont donc intégré depuis leur plus jeune âge qu'une araignée est jolie ou mignonne. Donc, dès qu'ils en voient une, ils ont une émotion de joie. Nos émotions dépendent donc de ce que l'on perçoit avec nos sens, mais aussi de ce qui est codé dans notre cerveau par rapport au stimulus perçu. Il existe 6 émotions primaires: la joie, la surprise, la colère, la tristesse, le dégoût et la peur. Elles sont présentes depuis toujours. Elles sont naturelles, instinctives, primitives et nous protègent. Elles ont été intériorisées au fur et à mesure des années, mais il est important de les exprimer. Pas forcément aux autres, tout le monde n'est pas censé savoir ce que vous ressentez, mais au moins à soi-même. On doit être en mesure de mettre des mots sur ce que l'on ressent intérieurement. C'est le premier pas de ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle. Dans un premier temps, il faut reconnaître ses émotions et celles des autres sans faire de transfert, c'est-à-dire être au clair et dissocier ce que je ressens, ce qui m'appartient, de ce que l'autre ressent, c'est-à-dire ce qui lui appartient. Pour cela, j'aime proposer à mes clients un exercice sous forme de tableau en 6 colonnes. Dans la première colonne, je vais décrire la situation que j'ai vécue de manière subjective. Par exemple, dans cette colonne, je pourrais écrire « Aujourd'hui, j'étais très stressée pour un examen. Mes parents ont commencé à m'en parler, me demander si j'étais prête, s'ils voulaient qu'ils m'interrogent, etc. Ce qui m'a stressée encore plus. Ça m'a fait penser que je n'étais pas prête, que peut-être je n'avais pas assez révisé, que j'allais rater. Donc ça m'a énervée, j'étais en colère contre eux et je leur ai mal répondu. Eux l'ont mal pris aussi et au final, on s'est tous pris la tête. » Dans la deuxième colonne, je vais noter ce que j'ai ressenti dans mon corps et dans ma tête, c'est-à-dire mes pensées. Par exemple, dans cette colonne, on pourrait écrire « Avec leurs questions, ils me font douter de moi-même, du fait que j'ai assez révisé ou pas. Tout à coup, je me sens très crispée, j'ai envie de crier, de hurler ou de casser quelque chose. » Dans la troisième colonne, on notera le nom que l'on pourrait donner à cette émotion. Ici, ce serait par exemple de la colère qui pourrait dévier en culpabilité par rapport au fait de n'avoir potentiellement pas assez révisé. Dans la quatrième colonne, je vais noter ce que j'ai fait concrètement dans cette situation. Là, je pourrais écrire que je leur ai répondu de manière très agressive en leur disant que j'en avais marre qu'ils se mêlent de mon travail. En 5, je vais noter le résultat que ça a produit. Ici, par exemple, ça pourrait être le fait qu'ils l'ont mal pris et qu'au final, on se soit tous pris la tête. En 6, donc dans la dernière colonne, je vais noter ce que j'aurais pu faire à la place.
Là, je pourrais écrire que j'ai compris que ce qu'il me disait m'énervait, me faisait culpabiliser, etc., mais que ça ne venait pas d'eux directement. Donc j'aurais pu leur répondre calmement que non merci, je n'avais pas spécialement besoin d'aide. Vous pouvez faire cet exercice à chaud, c'est-à-dire juste après que la situation ait eu lieu, ou à froid, par exemple le soir en rentrant chez vous calmement. C'est un très bon exercice à faire également avec des enfants au moment du repas par exemple, en leur demandant les choses plus simplement, comme quel a été le meilleur moment de ta journée et pour quelle raison, ou quel a été le pire moment de ta journée et pour quelle raison. L'objectif n'est pas de se culpabiliser sur nos comportements ou agir comme des robots, mais simplement de mettre des mots et mettre du sens sur les émotions vécues. Dans un deuxième temps, il sera important d'accepter ces émotions. Pour illustrer l'acceptation, j'aime donner l'exemple d'une journée pluvieuse. Vous aviez prévu de faire une randonnée avec des amis, mais il pleut. Là, il y aura alors deux façons de réagir. La première, c'est de râler après la pluie, qu'elle vous gâche la journée, qu'en plus ça tombe toujours sur vous, sur votre jour de repos, que vous n'avez vraiment pas de chance, qu'à cause de la pluie, votre journée est foutue. Dans ce premier cas, vous êtes en train de mettre toute votre énergie sur quelque chose que vous ne pouvez de toute évidence pas contrôler, c'est-à-dire la pluie. Une autre façon de faire serait donc d'accepter. Tout simplement, il pleut. Et ainsi mettre son énergie sur autre chose, comme le fait de trouver une autre activité pour passer tout de même une belle journée. Accepter, ce n'est donc pas se résilier, c'est lâcher quelque chose qu'on ne peut de toute évidence pas contrôler, afin d'avoir les mains libres pour ce qui compte vraiment, ce sur quoi on pourra avoir un réel impact. Pour l'illustrer, j'aime faire l'exercice du notebook à mes clients. Tout d'abord, je les laisse écrire sur une feuille toutes les choses qui peuvent les énerver, les stresser, les déranger pendant une compétition ou un examen. Ensuite, je vais leur proposer de mettre le cahier devant leur tête et je vais leur demander s'ils seraient capables d'être performants de cette manière. C'est exactement ce qui se passe quand on ne cesse de ruminer sur la météo, sur les adversaires, sur une erreur passée. On est totalement pris par nos pensées négatives, si bien qu'on n'a plus la place pour mettre notre énergie dans ce qui compte vraiment pour être performant. On est dans le passé ou dans le futur, mais pas dans le présent. Or, la performance ne peut se produire que dans l'ici et maintenant. Ensuite, je leur demande de tenir le carnet à distance, comme ceci, et je leur demande s'ils peuvent être à nouveau performants de cette manière. C'est ce qui se passe quand on essaye de lutter contre ce qu'on ressent. Par exemple, je sens que je suis stressée, mais non, il faut absolument pas que je sois stressée, il faut que j'arrête de stresser. Et au final, on s'accroche davantage à son stress qu'autre chose. Il prend toute la place dans notre esprit, ce qui nous fait finalement encore plus stresser et on n'est donc plus dans de bonnes dispositions pour notre compétition ou notre examen. Enfin, je leur propose de poser le cahier sur leurs genoux ou sur la table. C'est ce que l'on appelle accepter. Je sais que j'ai peur, je sais que je stresse, je le ressens, mais je n'essaie pas de lutter contre ces ressentis. Je les accepte. Ce qui me permet de les déposer et de mettre mon énergie sur autre chose, sur ce que j'ai à faire pour réussir, sur ce qui compte vraiment. C'est à mon sens la troisième et dernière étape de l'intelligence émotionnelle pour une compétition, un examen ou toute autre épreuve. Après avoir conscientisé puis accepté ce que l'on ressent, on va se recentrer sur ce qui va nous permettre d'être performants. Pour cela, je propose toujours à mes clients de réaliser un tableau en 2 colonnes avant leur épreuve. D'un côté, ils vont écrire les distractions qui peuvent survenir. Si je prends l'exemple de la compétition, ce serait la météo, les adversaires, les horaires de passage, les jurys, les arbitres, leurs pensées, leurs émotions. Dans l'autre colonne, ils vont écrire les points intentionnels pertinents, c'est-à-dire les choses sur lesquelles ils doivent replacer leur attention s'ils veulent être performants. En compétition, ce serait par exemple la préparation de leurs affaires la veille. 1 heure de lever, 1 heure de repas, 1 heure d'échauffement, se concentrer justement sur leur routine d'échauffement ou des sensations particulières à retrouver. Utiliser une playlist spécifique qui les aide à être dans l'état dans lequel ils ont besoin d'être. Adopter des exercices comme la respiration, la visualisation, le dialogue interne qu'ils pourraient utiliser dans des moments de blanc pour garder leur cerveau dans l'action, concentrés sur ce qu'ils ont à faire. L'objectif de ce tableau est de donner aux athlètes des repères précis dans leur pratique. Ainsi, chaque fois que leur esprit va vers des distractions, des choses négatives qui les perturbent, ils savent, car ils ont fait le travail en amont, vers quoi se recentrer pour exploiter toutes leurs capacités. On peut faire ce même tableau en mettant d'un côté ce que je ne contrôle pas et de l'autre côté ce que je contrôle. De la même manière, le fait de l'écrire en amont, cela permet aux sportifs de constamment switcher entre le problème, par exemple
exemple, au judo, je regarde mes adversaires combattre et ça me fait peur. Et la solution. Je les regarde combattre pour analyser leurs points faibles et donc prendre plus facilement le dessus sur eux. Ces exercices permettent donc aux sportifs ou aux étudiants qui préparent un examen de passer le plus de temps possible dans la résolution, dans ce que je contrôle, ce que j'ai à faire pour que ça se passe bien, plutôt que dans le problème, l'incontrôlable ou la lamentation. En effet, pour gérer son stress, on a deux options. Soit gérer l'émotion que je ressens. Par exemple, j'ai un examen, j'ai peur de le rater, je commence à pleurer, à me sentir mal. Et là, je passe du temps à essayer d'arrêter de me sentir mal. Souvent inconsciemment, car beaucoup sont complètement déconnectés de leur ressenti, donc ils ne savent pas qu'ils se sentent mal par rapport à telle ou telle chose. Ainsi, je vais trouver un échappatoire. Je vais scroller, fumer, boire, sortir avec des amis, aller faire du sport. Ou alors, je peux choisir de me concentrer tout de suite sur les solutions et donc sur mes ressources pour réussir cet examen. On peut donc se poser la question, combien de temps j'ai avant l'examen? Quelle matière je vais devoir réviser? Quels sont mes points forts? Est-ce que j'appelle un ami pour réviser avec moi? C'est pareil en compétition ou dans tout autre domaine de notre vie. Soit on passe du temps à gérer les émotions que nous procure une situation, consciemment ou inconsciemment, soit on passe du temps à réellement gérer la situation. L'objectif est donc toujours d'amener les personnes à switcher rapidement vers la solution plutôt que vers le problème, vers leurs ressources plutôt que vers l'enjeu. Pour résumer donc, dans un premier temps, je ressens quelque chose, je le reconnais. Dans le deuxième temps, j'accepte de le ressentir. Et enfin, je me recentre sur ce que je peux contrôler dans cette situation. Je mets toute mon énergie sur mes ressources et je lâche ce que je ne peux pas contrôler. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une émotion spécifique, celle de la peur. Mais pas n'importe quelle peur. La peur dont tous les êtres humains, et plus spécifiquement les sportifs, les étudiants, les entrepreneurs ont déjà ressenti, c'est la peur de l'échec.